Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours où on va expliquer comment compiler les fonctions. Donc on cherche à compiler des fonctions qui sont assez restreintes dans le cadre de ce cours, puisqu'on va considérer que les paramètres, hein, les variables locales et le type de retour sont restreints à des entiers. Les paramètres seront systématiquement passés par valeur, hein, il ne pourra pas y avoir de passage par adresse dans ce chapitre. On verra plus tard comment faire ça sur des données structurées, mais pour le moment, les paramètres sont passés par valeur. Alors évidemment, tout ça impose d'étendre notre langage d'entrée avec les éléments suivants. On a besoin de spécifier un appel de fonction, donc on va étendre les expressions pour intégrer les appels de fonction avec un identificateur et en passant un certain nombre d'expressions entières en paramètres. Ensuite, on a le return qui prend en paramètre une expression entière, et on ajoute la définition d'une fonction. Donc c'est quelque chose de classique, hein. Vous avez l'identificateur de fonction, le type de retour qui est forcément un entier, et puis les différents paramètres qui sont des entiers. Donc dans le corps de la fonction, vous avez la déclaration des variables locales qui vont être des entiers, et puis ensuite les différents statements qui vont constituer le programme. Et donc pour finir, évidemment, il faut aussi changer l'axiome de notre langage de programmation, puisqu'on a quelque chose d'un peu plus perfectionné maintenant. On va désormais dire qu'un programme, c'est une suite de déclarations de fonctions. Alors pour modéliser l'exécution des fonctions, on a besoin du concept d'activation. Chaque appel de fonction, c'est ce qu'on appelle une activation. Et donc pour chaque activation d'une fonction, on a besoin de stocker la valeur des paramètres d'appel de la fonction, la valeur des variables locales et puis l'adresse de retour. D'accord? Donc la totalité de ces informations, on va les placer quelque part dans la mémoire, dans ce qu'on appelle un enregistrement d'activation. Alors si on regarde le programme suivant, donc là on voit qu'on a une fonction factorielle, quelque chose d'assez classique, qui est donc une fonction récursive, et puis on a une fonction main qui fait deux appels à la fonction factorielle, un premier appel avec le paramètre 0, et puis un deuxième appel avec le paramètre 1. Alors naturellement c'est récursif, vous voyez, donc main fait un appel à factoriel 0, ensuite main fait un appel à factoriel 1, qui ensuite récursivement fait un appel à factoriel 0. D'accord? Alors regardons maintenant de quelle manière ça s'exécute. Donc initialement on exécute la fonction main, donc on a quelque part une activation de la fonction main avec la valeur des paramètres et des variables locales de main, donc là ici c'est pas compliqué, il n'y a rien à stocker, il n'y a ni paramètres ni variable locale. Ensuite main va faire un appel à factoriel avec le paramètre 0, donc parmi les activations, on va évidemment être obligé de garder l'activation de main, et en plus, on va avoir l'activation de factoriel 0 avec le paramètre 0 et les variables locales qui sont spécifiques à cette activation-là de factoriel 0. Et une fois que factoriel 0 s'est exécuté et a retourné son résultat, donc on revient à main, et ensuite main fait un appel à factoriel 1. Donc là, à nouveau, on a les paramètres et les variables locales de factoriel 1, donc le TMP de factoriel 1. Et factoriel 1, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Donc n est égal à 1, c'est factoriel 1, et donc du coup, il va appeler récursivement factoriel sur 0. D'accord? Donc on construit une nouvelle activation, fact, qui donc a pour paramètre 0 et qui va avoir sa valeur propre de TMP, d'accord, hein. Les valeurs des variables locales sont donc privatisées dans chacun des enregistrements d'activation. C'est pas compliqué de voir que la structure dont on va avoir besoin pour stocker les activations, c'est une pile, puisque fondamentalement, le programme réalise un parcours en profondeur de l'arbre des appels. Donc ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est dérécursiver un parcours en profondeur d'arbre, c'est-à-dire l'écrire de manière impérative, et naturellement, on a besoin pour cela d'une pile. D'accord? Donc, alors, maintenant la question c'est quelle est l'allure de cet enregistrement d'activation? Donc on a vu qu'il fallait stocker deux choses. Quand on fait un appel à une fonction, naturellement il faut stocker les arguments de la fonction, là il n'y en a qu'un seul, c'est n, c'est pas très compliqué. Ensuite, quand on fait un appel à la fonction, naturellement il faut stocker l'adresse de retour, à quel endroit du programme je vais devoir revenir une fois que j'aurai terminé d'exécuter la fonction. Et puis enfin, il faut stocker les variables locales. Ici il n'y en a qu'une seule, c'est la variable TMP. Alors, on a besoin de se fixer ce qu'on appelle une convention d'appel, c'est-à-dire quelle va être la forme de cet enregistrement d'activation, de quelle manière on va passer les arguments, de quelle manière les variables locales sont stockées, et de quelle manière on retourne le résultat. Alors, ce qu'on observe dans toutes les conventions d'appel, c'est que systématiquement, c'est à l'appelant de renseigner les arguments et l'adresse de retour. Donc si on mettait tout sur une pile, par exemple, en imaginons l'appel à factoriel 1, c'est à l'appelant, c'est-à-dire main, de placer sur la pile l'argument, c'est-à-dire 1, et de placer ensuite l'adresse de retour. Et ensuite, à la charge de la fonction appelée, de compléter cet enregistrement d'activation avec les variables locales.
Donc la convention d'appel, évidemment, doit être commune à tous les programmes qui tournent sur le système d'exploitation, donc c'est quelque chose qui est imposé par le système d'exploitation. Comme on vient de le voir, ce qu'il faut fixer, c'est la manière dont on passe les arguments, est-ce qu'ils sont passés par la pile, est-ce que c'est passé par les registres et par la pile, quel est l'ordre dans lequel on passe les arguments, est-ce que c'est de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, est-ce que c'est du premier argument vers le dernier ou du dernier vers le premier. De quelle manière on retourne le résultat? Est-ce qu'on le place dans un registre? Est-ce qu'il est placé sur la pile? Qui va s'occuper de sauvegarder et de restaurer les registres? Et qui désalloue les arguments. Alors il y a un certain nombre de conventions qui existent et qui sont dominantes. La première convention, c'est celle qui est utilisée dans Linux, c'est la convention ABI, dont vous avez peut-être entendu parler, si vous vous intéressez un petit peu à ce système d'exploitation. Et la deuxième, c'est celle qui est utilisée par les versions récentes du système d'exploitation Windows. Donc c'est la convention Microsoft x86 64 bits. Alors on va commencer par la convention Linux 64, et on verra que la convention Microsoft n'est pas trop différente. Pour le passage d'arguments, on commence préférentiellement par passer les arguments dans des registres, et donc dans cet ordre-là. Le premier argument, on le place en RDI, le suivant dans le registre RACI, ensuite RDX, RCX, R8 et R9. D'accord? Et ça, si ce sont des valeurs entières. Si ce sont des valeurs flottantes, on va utiliser les registres MMX, donc il y en a 8, qui vont donc de XMM0 jusqu'à XMM7. Okay, et donc si malgré ça il reste des arguments à passer, il n'y a pas assez de registres pour tout le monde, et bien on va passer les arguments restants sur la pile, de la droite vers la gauche, c'est-à-dire en partant du dernier argument. Okay, alors, on va regarder ce petit exemple ici. On a un printf qui prend deux arguments, une chaîne de caractères de formatage, et puis l'entier que je cherche à afficher. Donc, ça fait deux arguments. Donc le premier argument est passé dans RDI, je place à l'intérieur de RDI l'adresse de départ de cette chaîne de caractères, et puis l'argument suivant est passé dans le registre RSI, okay, donc la valeur de n. Ensuite on va mettre 0 à l'intérieur de RAX pour signifier qu'il n'y a pas d'argument flottant, et enfin on va faire un appel à la fonction printf. Alors pour ce qui est du retour du résultat, c'est quelque chose de vraiment universel et qui va être commun avec la convention Windows. Le résultat est systématiquement passé par le registre RAX, d'accord, s'il est sur 64 bits, et si ça dépasse les 64 bits, on met les bits de poids fort restants dans le registre RDX. Si le résultat est flottant, il sera passé par les registres MMX, en commençant par le registre MMX 0. Alors concernant la convention Windows 64, c'est la même chose, sauf qu'on va utiliser des registres différents. Les premiers arguments sont passés préférentiellement dans les registres RCX, RDX, R8 et R9 si ce sont des arguments entiers. Si ce sont des arguments flottants, ils sont passés d'abord dans les registres XMM0 à XMM3. D'accord? Et s'il reste des arguments, ils sont passés sur la pile en commençant par le dernier argument, donc de la droite, en lisant la liste des arguments vers la gauche. Le retour du résultat se fait exactement de la même manière que sous Linux. Il existe aussi une convention d'appel qui utilise uniquement la pile, c'est la convention de la machine virtuelle Java, c'est celle qu'on va utiliser dans ce cours. Donc le passage d'arguments se fait sur la pile, en partant du premier argument, donc de la gauche vers la droite, en lisant les arguments de la fonction, et puis le retour du résultat se fait sur le sommet de la pile, un peu comme pour n'importe quelle opération. Si vous vous souvenez par exemple de l'addition, on passait les paramètres sur la pile, exactement de la même manière qu'on spécifie ici, et puis le résultat se retrouve sur la pile. Donc, évidemment, pour gérer les fonctions, on est maintenant obligé d'ajouter des instructions à la machine à pile. La première instruction, c'est call. Call fonctionne un peu comme un jump, qui va prendre en argument l'adresse de la fonction, donc le point d'entrée de la fonction. La seule différence avec le jump, c'est qu'il va sauvegarder l'adresse de retour, c'est-à-dire l'adresse qui suit immédiatement le call. Cette adresse de retour va être placée sur la pile. Et ensuite, une fois qu'on a placé cette adresse de retour sur la pile, on fait un saut vers l'adresse du point d'entrée de la fonction. Ensuite, on a une fonction de retour, la fonction ret, qui prend en paramètre le nombre de paramètres total de la fonction. Donc que va faire l'instruction ret? Elle va dépiler l'adresse de retour qui a été empilée par le call, et elle va ensuite libérer l'espace qui est dédié aux paramètres, en ajoutant simplement à ASP le nombre de paramètres qu'on lui a passé en argument. Et enfin, elle va sauter à l'adresse de retour. Donc avec ceci, on a tout ce qu'il faut pour traduire un appel de fonction en utilisant la convention de la machine virtuelle Java.
Donc l'appel de fonction doit renseigner la première partie de l'enregistrement d'activation, c'est-à-dire mettre les arguments sur la pile, empiler l'adresse de retour, et ensuite ce sera à la charge de la fonction de terminer la construction de l'enregistrement d'activation en ajoutant les variables locales. Donc on va juste se charger de ça. Donc on va commencer par évaluer chacun des arguments et les déposer sur la pile en utilisant le schéma de traduction qui a été défini dans le cours précédent. Donc une fois qu'on a fait ça, on a tous les arguments sur la pile de la gauche vers la droite, du premier argument E1 vers le dernier argument En. Et puis ensuite, on dépose l'adresse de retour sur la pile, on fait un appel au point d'entrée de la fonction à l'aide de l'instruction call. Donc maintenant, pour traduire une fonction, on voit qu'il va falloir commencer par compléter l'enregistrement d'activation qu'on avait commencé à construire au moment de l'appel de la fonction. Donc ça signifie que la première chose que la fonction doit faire, en plus évidemment de poser un label pour dire que ça commence, c'est d'allouer les slots de pile pour les variables locales. D'accord ? Et puis ensuite, on traduit le corps de la fonction, et une fois qu'on a terminé d'exécuter le corps de la fonction, eh bien on retourne à la fonction appelante en n'oubliant pas de désallouer l'enregistrement d'activation. Donc ça se fait avec l'instruction free, pour commencer, donc qui va désallouer les slots de pile qu'on a alloués juste avant, et puis ensuite, on va sauter à l'adresse de retour en n'oubliant pas de désallouer les arguments en utilisant l'instruction ret, à laquelle on passe comme paramètre le nombre de paramètres de la fonction. Alors maintenant qu'on sait gérer l'enregistrement d'activation, on va s'intéresser à la traduction du corps de la fonction. La première question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je retrouve le paramètre et puis la variable locale. Il suffit simplement de donner le delta des différents paramètres, le delta des différentes variables locales, pour pouvoir s'y retrouver et générer du code correct. Alors, on va commencer par regarder le delta du paramètre. L'idée, c'est que le premier slot va avoir delta 0, puis ensuite, ça se fait par ordre décroissant. Le slot 1 aurait delta 1, delta 2, etc. etc. Donc, si on veut avoir delta de n, il faut aller dans l'autre sens. Donc là, ça veut dire que là, le delta vaudrait moins 1, moins 2 et moins 3. Donc ça signifie que le delta de l'argument ici vaudra moins 3. Et de la même manière, le delta pour TMP, ici, c'est pas compliqué de voir qu'il va valoir 0. Ok. Donc ce code va commencer par empiler le slot qui a pour delta moins 3, donc ça ce qu'on a vu c'est que là c'est le slot 0, moins 1, moins 2, moins 3, donc ça correspond à n, donc on met n sur la pile. Ensuite on empile 0, et puis enfin on vérifie si n est égal à 0. Donc ça correspond au test if n égale 0 à l'intérieur du corps de la fonction factorielle. Alors ce qui manque maintenant à notre compilateur, c'est un return. Donc pour faire le return, on va considérer l'instruction iret, qui prend en paramètre le nombre d'arguments de la fonction, et qui va avoir pour effet de sauvegarder le résultat qui est dans le sommet de la pile, qui va donc être le résultat à retourner par la fonction, qui va ensuite désallouer la totalité de la pile jusqu'au début de l'enregistrement d'activation, et qui va enfin placer le résultat sur le sommet de la pile. Donc c'est pas compliqué maintenant qu'on a cette instruction de traduire le return, il suffit simplement de placer sur le sommet de la pile la valeur à retourner, donc on génère le code qui évalue cette valeur, et enfin on fait iret avec le nombre de paramètres. Donc concernant la traduction du programme, on a vu qu'on avait étendu notre grammaire pour que désormais un programme soit une suite de fonctions. Donc pour traduire cette suite de fonctions, c'est pas compliqué, on traduit les fonctions les unes après les autres, et il manque quand même un petit morceau de code au début pour faire un appel à la fonction main. Donc on exécute la fonction main, et quand la fonction main a terminé de s'exécuter, on fait un return vers la partie du système d'exploitation qui a appelé notre programme. Alors on a ajouté ici une instruction mov rax,0 pour retourner le code 0. Alors ça naturellement, ça n'est pas une instruction pile, c'est la raison pour laquelle je la mets en grisé, et donc c'est une instruction qu'il faudra insérer plus tard au moment où on fera la génération de code.